Alors, je vais vous proposer, on va allumer un petit peu la salle, on va prendre des questions. Je ne sais pas, il y a des personnes qui ont dû être prévues pour passer des micros dans la salle. Vous n'hésitez pas, vous levez la main, on va se prendre une vingtaine de minutes à peu près pour poser des questions. Alors, je ne sais pas s'il y avait des... Oui, vous avez des micros? C'est les gens qui ont des écriteaux, voilà, qui ont des chiffres, voilà. 1, 2, 3 ou 4. Allez, on va y aller tout de suite. Je vois votre main qui se lève, vous avez été le premier. Vous serez le premier interrogé ou à poser des questions plus exactement. Oui, bonjour, Daniel Rioux du comité des Deux-Sèvres. Moi, je me pose quelques questions parce que sur le plan, par exemple, des maladies dégénératrices, on ne voit rien venir. On voit rien venir. Et tout ce qu'on voit arriver, c'est plutôt une dégradation. Dans les Deux-Sèvres, par exemple, avec les EHPAD et les maisons de retraite étaient en grève il y a une dizaine de jours parce que le budget de leur établissement était en moins. Quand vous dites on ne voit rien venir, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur, qu'on comprenne bien? On ne voit rien venir, c'est-à-dire on voit plutôt une dégradation se maintenir, pour être gentil encore, se maintenir. C'est-à-dire il manque de personnel. Il manque et on en est loin. Quand je dis il manque de personnel, ce n'est pas le personnel spécialisé pour les maladies de Parkinson, c'est globalement. Dans les EHPAD, donc on en est à cette situation-là. Dans les hôpitaux, c'est quand même un peu la même chose. Les hôpitaux étaient en grève il y a une dizaine de jours aussi. Donc voilà, moi vu de mon coin, de ma province, c'est comme ça que je vois les choses. Et en ce qui concerne les aidants aussi, puis j'arrête, les aidants, oui, c'est vrai qu'il faut faire attention, il ne faut pas que les aidants en fassent de trop, donc il faut que les choses soient équilibrées avec le malade, mais en même temps, il faut aussi que ça ne se déséquilibre pas avec les pouvoirs publics, l'État, parce que là aussi, si on fait les choses à la place, arrivé à un moment de ce qu'on nous fait faire à la place de ce que devrait être le rôle de l'État, ça ne va pas non plus. Donc voilà, moi, c'est des interrogations que je me fais. Mais je pense qu'elles sont. Je pense que c'est plus un état des lieux, monsieur, que vous posez plutôt qu'un constat que vous faites plutôt qu'une question que vous posez. Voilà. C'est vrai, les moyens, on n'a jamais trop de moyens, professeur Damier, finalement. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que soit on se dit, on attend, et puis peut-être qu'un jour il viendra, mais il ne viendra pas parce qu'il y a de moins en moins de moyens financiers dans nos sociétés, où on essaie de faire des choses. Et c'est vrai que petit à petit, on essaie de progresser. Sur la région, on essaie de voir. C'est sûr que dans des départements très ruraux comme les Deux-Sèvres, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels de proximité. Par exemple, ce qu'on essaie de faire, nous, dans la région, c'est que progressivement, je vais consulter dans d'autres centres hospitaliers. Donc, je vais faire ma consultation au centre de recours au Mans, une fois tous les 3 mois, puis à Saint-Nazaire. Et on va, nous, se déplacer au plus près du patient et apporter cette expertise, parce que ce n'est pas toujours facile de faire 3 heures de voiture pour venir au centre de recours, même s'il y a un bon maillage du territoire. Quand vous êtes au fin fond d'un département rural, c'est loin quand même le centre de recours. Alors, on continue ces questions sur l'éducation thérapeutique ou l'aide aux aidants. La question 1, après je vais prendre la question 2. Bonjour, Boris, 15 ans de Parkinson. Et donc, je viens apporter mon témoignage sur la réflexion que vous êtes faite là entre les aidants et les malades. Donc, le problème que je rencontre, moi, depuis 15 ans, j'ai donc subi tous les symptômes qui ont été décrits sur la vidéo. Mais par contre, ce que je m'aperçois, c'est que les malades ne se prennent pas assez en main. Ils attendent toujours qu'on leur donne les solutions clés en main. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour vous prendre en main? J'ai créé le comité des Côtes d'Armor, il n'y avait personne, France Parkinson, et donc je me suis mis en quête de monter l'opération de France Parkinson sur le comité des Côtes d'Armor. Mais le problème, on retrouve des consommateurs, mais je veux des consommateurs. Et c'est ça le problème. On leur propose j'ai une vingtaine d'activités à leur proposer, et il faut leur donner des coups de pied dans les fesses pour qu'ils viennent. Bon, j'espère qu'il y en a dans la salle qui, s'ils sont dans votre région, qui vont venir sans qu'on leur mette des coups de pied dans les fesses. En Bretagne, les coups de pied dans les fesses, ça y va. Hein, ah donc, ouais, attendez, en plus, le président, il est breton. Non, vous n'êtes pas breton, non.
merci de votre témoignage. Donc, ce que vous dites, c'est on organise des choses, mais il faudrait que les gens y viennent et que ce ne soit pas des simples consommateurs qui se prennent en main. Et les aidants, c'est pareil. Les aidants, on leur fait des formations actuellement et on leur propose tout sur un plateau et il faut qu'ils se prennent en main. Les aidants et les malades, il faut qu'ils se prennent en main. Voilà, ben c'est un appel que vous faites, on l'aura entendu. Question 2, là-haut. Monsieur. Claude Lacaille, du comité 92. Vous avez parlé de 150 personnes atteintes par la maladie de Parkinson. 150 000. Moi, je dirais qu'il y en a 300 000 malades. Parce que les aidants se rendent plus ou moins malades au fur et à mesure de la maladie du malade. Et ça, c'est un problème qui est très important. Et vous avez commencé, France Parkinson, à aborder, car j'ai personnellement reçu au téléphone plusieurs fois une épouse complètement éplorée parce qu'elle n'arrivait pas à suivre. Donc, il fallait la soigner également. Je comprends bien votre question, c'est finalement, on parle toujours du nombre de personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson, mais on ne parle pas du nombre des aidants qui derrière sont à côté, d'où l'importance des programmes comme les vôtres. Chaque comité a-t-il aujourd'hui véritablement en tête cette question des aidants et comme le dit monsieur, du risque d'épuisement des aidants? Oui, je crois que c'est une préoccupation de tous nos comités, tous nos bénévoles. Maintenant, bon, le programme à 2 pas, c'est un gros programme, hein, ça demande beaucoup d'investissement. On a besoin justement d'aidants qui s'engagent, d'aidants bénévoles, hein, qui s'engagent pour former d'autres aidants, et c'est pas facile à trouver, hein, parce que les aidants, on le dit aussi, qu'ils sont peu disponibles, qu'il faut pouvoir avoir pris aussi suffisamment de recul par rapport à sa propre situation pour aider d'autres personnes. Donc, c'est pas évident. Donc, tous les comités n'ont pas aujourd'hui pu mettre en place à 2 pas. Pour autant, c'est une préoccupation, je pense, de tous les comités, que de proposer aussi des choses pour soutenir les aidants. Et notamment, je pense que du coup, Entraidant Parkinson est une solution aussi pour pouvoir mettre en place des choses concrètement pour les aidants et le soutien des aidants, sans passer automatiquement par la question de la formation, même si, encore une fois, pour moi, c'est vraiment 2 choses complémentaires qui se complètent et non pas qui se cumulent et qui se remplacent. Je voudrais rebondir sur l'intervention qu'il y avait tout à l'heure de notre responsable, là, en me tournant vers vous, Agnès Delahaye. Finalement, ce qu'il dit, c'est le patient, comme l'aidant, ça peut être un simple consommateur qui vient faire ce qu'on lui propose. C'est quand même important d'être proactif, de s'engager, de mouiller un peu la chemise, comme on dit. Ben oui, je suis désolée d'avoir entendu ce constat. On pourrait espérer au contraire une mobilisation plus importante des patients et de leur entourage. Donc voilà, j'espère que ça va bouger. Parce que le témoignage que vous pouvez apporter, c'est que quand on se prend en main, il y a vraiment du résultat. Ah bah oui, absolument, absolument. Je ne serais pas là avec vous, parmi vous aujourd'hui, si j'avais baissé les bras dès le début et si j'étais restée centrée sur ma maladie et à me plaindre et à vivre uniquement autour de la maladie. C'est très important de continuer à faire des projets, à avoir une vie sociale, à voir ses amis, à faire ce que chacun a envie de faire et d'être actif aussi alors, pour la maladie. Donc j'espère qu'à l'avenir, il y aura une mobilisation plus importante. Oui. Alors, on va prendre une autre question ici, en bas. Moi, j'ai une double question. Je suis Attendez, excusez-moi, je ne vois pas où vous êtes. Donc, je prends en bas et puis après, je reviens vers vous quand je vous aurai repéré. Allez-y, madame, posez votre question et je reviens vers vous après. Bonjour. On m'entend ? Alors, moi, mon papa a été diagnostiqué en janvier. Donc, votre conférence tombe à pic. Donc, du coup, je me suis découverte aidante, même si je trouve ça très moche comme mot. Hein. Moi, je suis juste la fille de mon papa. Néanmoins, j'espère faire mentir monsieur et je vais faire le maximum pour m'informer. Mais j'aurais besoin de conseils parce que déjà, je ne voudrais pas en savoir plus que lui, le mettre mal à l'aise en lui disant il faut faire ci, il faut faire ça. Donc voilà, je voudrais savoir si vous avez des conseils pour... qu'est-ce qu'il faut lui dire? Comment est-ce qu'il faut... Alors, oui, vous êtes où d'abord? En région? Alors la difficulté, c'est que moi, je suis à Paris et lui, il est dans l'Hérault.
D'accord. Alors, Florence Puch ou Amandine? Alors, la première chose, c'est le rassurer sur une chose, hein, c'est la maladie de Parkinson ne raccourcit pas l'espérance de vie. Je le précise parce qu'il y a souvent chez les nouveaux diagnostiqués cette croyance. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut l'encourager à faire alliance avec son neurologue, hein, et à le voir régulièrement pour ajuster son traitement. Au fur et à mesure, ça sera de lui faire noter les symptômes tout au long de la journée, s'il a des blocages, s'il a des crampes, s'il a des moments où il se sent bien, de les noter pour en faire retour de manière précise à son neurologue, parce que c'est en fonction de ça que le neurologue va pouvoir ajuster au mieux sa prescription. Oui, mais Florence, elle habite Paris et son papa est loin. Oui, mais il y a le téléphone. Elle peut lui transmettre certains messages, l'importance de l'alliance avec le neurologue. Mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire que pour aller bien, il faut aussi qu'il se bouge. Donc effectivement, il y a la rééducation, mais il y a aussi, alors je ne sais pas quelles sont les habitudes de votre père, mais il y a aussi le sport. Hein. Et plus il fera de sport, plus ça potentialisera les effets des traitements, mieux il ira. Voilà, me tuez pas le sujet de tout à l'heure, parce qu'on va parler du sport dans 5 minutes. Il y a aussi une petite chose. Ah ouais, d'accord. Plus on en dit, plus meilleur c'est. Allez-y, je vais rajouter juste une phrase. Tous les patients ici présents le savent, quand ils sont en situation de plaisir, il y a une régression des symptômes parce qu'il y a une augmentation de la sécrétion de dopamine disponible. Et inversement, quand ils sont en situation de stress ou de déplaisir, il y a une augmentation des symptômes. Donc il faut vraiment qu'il oriente sa vie, notamment ses loisirs, vers ce qui lui fait plaisir. Agnès, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Juste un petit point très rapidement aussi. Il faut que le malade prenne très consciencieusement son traitement selon les prescriptions du neurologue, c'est-à-dire de ne pas faire des prises fantaisistes. Quand j'ai le temps, quand j'y pense, il faut suivre vraiment scrupuleusement la prescription. Amandine, oui, professeur Danier. Au début, il aura un traitement probablement relativement simple. Hein. C'est après que les choses peuvent se compliquer un peu. Mais au début, il n'aura pas trop les fluctuations. Si c'est juste depuis quelques mois, souvent, maintenant, c'est une prise par jour sur les premiers temps. Mais il faut qu'elle soit prise, qu'il signale s'il y a des effets indésirables. C'est aussi très important. Donc, le dialogue avec le neurologue, avec son médecin traitant, c'est des choses majeures. Oui. Amandine. Moi, je voulais vous répondre en disant, bon, déjà, votre question, c'est, moi, je viens m'informer, mais comment faire pour finalement ne pas amener aussi toute ma science, finalement, vis-à-vis de mon père. Déjà, la question, c'est, est-ce que lui aussi, il est dans cette démarche d'information ? Voilà, vous me faites. Donc, il y a aussi à respecter quand même, je veux dire, encore une fois, cette annonce de cette maladie de Parkinson, c'est quand même, à chaque fois, j'entends coup de massue, coup de claque dans la figure. Enfin, c'est vraiment un choc. Donc, il y a un temps nécessaire, de toute façon, pour encaisser ça. Pour le prendre en compte et être dans une démarche d'information éventuellement ensuite. Donc voilà, je pense qu'il faut respecter ce temps-là. Localement, sur l'Hérault, l'association est présente, hein, il y a un comité qui est très actif, donc peut-être à un moment donné, quand vous le sentirez, lui en parler, peut-être pour qu'il se rapproche il y a des séances d'information, des choses comme ça, et nous on a toute une documentation qu'on va mettre à disposition, et vous, puisque vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez envie d'en savoir plus, je crois que c'est pas grave si vous êtes un petit peu en avance, vous en avez besoin, vous êtes à un moment de votre vie où vous en avez besoin, et voilà, c'est votre manière de réagir. Donc rien ne vous empêche d'être dans cette démarche d'information ici à Paris. Pourquoi pas de rejoindre un groupe d'aidants sur Paris si vous le souhaitez. Et voilà, d'accompagner petit à petit votre papa dans cette annonce et dans son cheminement par rapport à ça. Et puis, comme l'a souligné le professeur Damier, pour le moment, il y a un traitement qui est assez léger, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, c'est aussi chaque chose en son temps. On avance, voilà. Allez, on va vous prendre question là-haut, et puis après, je vais monter tout en haut de la salle. Allez-y. Moi, mon mari a un Parkinson bloquant, et je voulais savoir, j'ai une double question, si
l'électrostimulation cérébrale pourrait avoir un effet sur ce genre de symptômes, sachant qu'il est là depuis 2000 et que ça s'est beaucoup aggravé, donc il a une autonomie qui est très réduite parce qu'il a des blocages très fréquemment et il est très angoissé. Et ma deuxième question porte sur moi-même, savoir s'il y a des structures qui pourraient éventuellement le prendre en charge le temps d'un week-end ou de quelques jours pour que je puisse souffler de temps en temps. Vous êtes où, pardon? À Paris. D'accord. Alors, on va tout de suite le dire, on ne peut jamais faire ici de diagnostic quand on ne connaît pas exactement les personnes. D'une manière générale, l'électrostimulation pour lutter contre les blocages. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque cas est particulier. Hein, et effectivement, la neurostimulation peut être une solution très efficace chez certains patients. Mais il y a des patients chez lesquels ça fait plus de mal que de bien. Et Didier Robillard a parlé de l'importance qu'on analyse bien, d'ailleurs, ce qui se fait en France. Hein. Généralement, les centres sont sérieux et font bien. Mais donc, il y a des critères très précis qui font que cette technique est appliquée chez des gens qui en ont réellement besoin. C'est-à-dire que ça peut clairement leur apporter et qu'on ne leur fait pas courir trop de risques, parce que ce n'est pas rien de rentrer l'équivalent de 2 aiguilles à tricoter dans le cerveau. Alors, sur l'accueil éventuel sur Paris, quelles sont les structures qui existent, Amandine? Alors, j'ai pas tout le répertoire en tête, mais heureusement, c'est vrai que sur Paris, il y a quand même des choses qui existent en termes de répit pour les aidants, ce qui n'est pas forcément le cas effectivement partout en France. Et il y a des structures du type accueil sur la journée, qui se spécialise de plus en plus sur la maladie de Parkinson. Il me semble qu'il y a plusieurs structures vraiment sur Paris même qui peuvent proposer cet accompagnement spécifique des personnes qui ont la maladie de Parkinson sur une journée pour aussi qu'il y ait un répit pour les dents, parce que l'intérêt c'est pas que les dents se déchargent et puis que quelque part le malade soit là dans une structure qui n'est pas adaptée, où il va rien faire, il va s'ennuyer, il va plus vouloir y retourner de toute façon a priori. Donc c'est que les deux puissent y trouver aussi des bénéfices à ce temps l'un sans l'autre. Donc ça existe. Sincèrement, je vous invite à vous rapprocher de nous à l'association pour qu'on vous donne les coordonnées. L'hébergement temporaire aussi en structure médicalisée, ça se fait dans beaucoup d'EHPAD. Là encore, il y a la limite qui a été soulignée des moyens dans les EHPAD et puis est-ce que les gens sont formés à la maladie de Parkinson? C'est pas toujours vraiment le cas. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus. Mais voilà, il y a des choses qui existent et bon, être sur Paris, c'est quand même un plus, je dirais, par rapport à d'autres endroits, malheureusement, en France, où il n'y a pas toutes ces structures-là. Ou bon, en tout cas pas ils sont là aujourd'hui, mais vous les appelez lundi. Ils seront 13 rue Terre-au-Curé, ce qui est l'adresse de France Parkinson. Là-haut, tout à fait. Je vous écoute. Question numéro 2. Là. Bonjour. Je suis conjoint d'une malade. J'aime pas beaucoup le terme d'aidant, comme la petite jeune fille d'en bas. D'abord parce que je me sens pas vraiment... je trouve que ma femme est formidable, elle fait un travail formidable elle-même, et en fait, je ne suis pas très important. Bon, si on disait accompagnant, ça vous irait? C'est beaucoup mieux. Par contre, je trouve qu'en dehors des aspects techniques, matériels dont vous avez parlé ici, il y a une dimension que je n'ai pas entendu évoquer, qui est celle de l'angoisse liée à cette maladie. Parce que dans le terme maladie dégénérescente, il y a quand même le mot dégénérescence. Et ça a une dimension assez inquiétante. Et je pense que ça concerne d'ailleurs aussi bien le malade que l'accompagnant. Florence. Ah bah, c'est la psy qui s'y colle. Hein. Si ma mémoire est bonne, il me semble que France Parkinson avait suggéré à un moment donné le terme de maladie neuromotrice. Il me semble. Effectivement, je partage totalement votre ressenti par rapport au fait que ce soit une pathologie incluse dans la catégorie des maladies neurodégénératives. Et c'est vrai que rien que ce terme-là, c'est extrêmement anxiogène, alors qu'on sait très bien que l'autre pathologie, en tout cas la plus connue de cette catégorie-là, est la maladie d'Alzheimer, qui n'a rien à voir, puisque l'ampleur de la dégénérescence n'est pas la même. Je rappelle que le locus niger qui est atteint dans la maladie de Parkinson est un noyau gros comme une lentille. Et c'est cette lentille qui dégénère. Donc effectivement, ça mériterait une autre appellation qui soit moins dramatisante. Je suis d'accord avec vous.
Et quant au terme d'aidant, je vais bien noter, je vais réfléchir à comment le remplacer dans mon discours, parce qu'effectivement, ça convient finalement à peu de gens, sachant qu'effectivement, beaucoup de personnes qui ont la maladie de Parkinson sont autonomes. Et on peut être autonome en ayant des problèmes moteurs, même très invalidants. L'autonomie, elle est avant tout dans la capacité décisionnelle, ce que je souhaite faire de ma vie. Voilà. Donc on peut être autonome et avec des gros problèmes moteurs. Bien, on prend une question, la numéro 3, et ensuite je prendrai la numéro 4. Numéro 3. Bonjour. Ben voilà, moi je parle pour ma mère qui a la maladie de Parkinson. Je me retrouve très souvent face à une situation là où je ne sais plus faire la différence entre la déprime et la douleur. Donc comment diagnostiquer ça et surtout comment la gérer? C'est le plus important pour moi. Tout simplement. Me regardez pas. Voilà. C'est pour moi qui vais apporter la réponse. Voilà. Alors, il est vrai que là, on touche quelque chose d'intime, c'est-à-dire qu'au-delà des symptômes, au-delà de la maladie, il y a la souffrance. Et il est parfois difficile de faire la différence entre la souffrance liée à la douleur physique, la souffrance psychologique d'être malade, la dépression induite par la maladie. Voilà, c'est une souffrance globale pour qui, c'est vrai, il serait souhaitable d'avoir un interlocuteur privilégié. Pas forcément le conjoint ou l'accompagnant, parce qu'on ne peut pas tout attendre du conjoint. Il faut aussi parfois se tourner vers des tiers pour dire combien on peut être mal à certains moments et pouvoir élaborer avec ce tiers-là. Alors ce tiers-là, ce n'est pas forcément un psychologue, ça peut être le médecin, ça peut être une assistante sociale, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un qui a la même pathologie dans un groupe, mais effectivement, il faut pouvoir élaborer. Et je comprends votre désarroi personnel en tant que compagnon d'avoir à faire face à cette souffrance. Je comprends. Agnès. Oui, je voulais juste ajouter à la liste le programme d'éducation thérapeutique. Si vous n'habitez pas trop loin d'un centre qui propose ce programme, voilà, ça peut vous aider. Merci bien. Question numéro 4. Oui, bonjour. Donc moi, je suis membre du comité des Yvelines et je suis avec ma fille. C'est moi le malade, mais ma fille est là, c'est gentil. Je voudrais dire 2-3 choses pour répondre un peu aux questions. Ça fait 9 ans que je suis malade. La force pour résister vient des résultats que l'on constate sur soi-même. C'est clair. Je crois que le fait que nous sachions les uns les autres qu'il faut avoir recours à la gymnastique quotidienne, tout ça, ce sont des choses très encourageantes. Cela dit, il ne faut pas cacher la copie. Le titre de la conférence est « Vivre avec la maladie ». C'est bien. Quand cette maladie a décidé d'être locataire chez vous, sa vie commence. La vôtre, elle sera fortement modifiée. Donc, une partie de mon énergie pour résister, c'est de me dire il faut que mes efforts servent aux autres, autour de moi, et aux autres générations. Aux autres générations, parce que quand vous êtes accompagnant, c'est souvent quelqu'un de votre famille. De votre famille, mais il y a un problème. Il y a déprime et souffrance. Mais vous savez, cette maladie, c'est d'abord la souffrance. C'est des souffrances terribles. Je le dis parce que le seul mot qui me vient quand je pense à ma maladie, c'est la souffrance. Parce que vous avez d'autres éléments qui jouent. Il faut faire attention à ses proches. Moi, j'ai tout de suite discuté avec ma famille, parce que je crois qu'il faut absolument répéter ici, il faut que ses proches aient le droit de s'éloigner de vous. La liberté de la proximité permet la solidarité intelligente. Parce que sinon, on devient désassisté. Et non seulement on souffre, mais on devient humilié. Et ça, c'est pas terrible. Petite parenthèse. Alors à partir de là, quelques questions.
Monsieur a dit je ne vois rien venir. Ah. Il y a un problème. Ne pensez-vous pas que certes, il faut bouger. Même j'ai entendu quelqu'un qui a dit il faut qu'on se bouge. J'aime pas trop cette expression. Cela dit, qu'est-ce qui est le résultat d'action collective? Qu'est-ce qui est le résultat d'efforts au niveau des plans gouvernementaux, au niveau des mesures collectives? Moi, j'ai eu la malchance, il y a la semaine dernière, d'avoir une crise sciatique. Donc, je suis monté en ambulance et j'ai fait le tour de Paris, parce que j'ai la chance d'être dans la région parisienne, en ambulance. Celle qui conduisait l'ambulance était très sympathique. Très sympathique. Donc, je peux vous dire, nous avons fait 2 fois le tour de Paris, je ne trouvais de place nulle part. Donc, je suis rentré chez moi. J'allais pas mieux, pas moins bien, mais je suis rentré chez moi. J'ai pu, par ailleurs, faire un rapport détaillé sur le fait que malgré la qualité de la chauffeuse de l'ambulance, les amortisseurs n'étaient pas terribles. Hein. Les amortisseurs n'étaient pas terribles. Cela dit, il y a des choses qui sont surprenantes. Pourquoi nous sommes plusieurs dizaines de milliers de malades qui cherchons, qui inventons des solutions? Pourquoi il n'y a pas une collecte à l'échelle nationale de toutes ces expériences? Pourquoi il n'y a pas un centre national de réflexion? Pourquoi, alors qu'il y a aussi quelque chose de tellement évident, l'anxiété, l'angoisse, les émotions, c'est le centre de cette maladie, puisque c'est l'émotion qui l'a provoquée. Parce que vous pouvez toujours dire que c'est une zone très petite dans le cerveau, mais un fusible, c'est petit dans le circuit électrique. Moi, je suis un ingénieur en électricité. Je suis à la retraite, hein. Vous ne pouvez pas compter sur moi, j'ai 65 ans, c'est fini. Cela dit, la zone est petite, mais elle a fondu. Donc il faut trouver le système. Et je pense qu'il y a des gens, comme les psychiatres, qui devraient avoir plus d'importance dans la réflexion générale sur cette maladie, pour y faire face. Pour y faire face. Pas simplement pour vivre avec. Vivre avec, c'est une question de philosophie. Mais je crois qu'il faut honnêtement reconnaître que notre société n'accepte pas pour l'instant que des gens comme nous tous ici avons été, d'un certain point de vue, épuisés par la vie. Quelque chose nous a épuisés. Quelque chose a été plus fort que nous. Et nous avons craqué. Et au lieu que ce soit un dos qui craque, ça a été un circuit. Eh bien ça, je ne le savais pas. Peut-être vous non plus. Mais je l'ai découvert à mes dépens. Et je crois que ça nécessite une réflexion. Monsieur, je vous remercie beaucoup de votre témoignage. De votre patience. Mais... Je vous remercie encore de votre patience. Je sais que c'est toujours difficile, ces questions-là, mais je ne voudrais pas que les assistants aujourd'hui pensent qu'il n'y a que des solutions individuelles. On peut faire quelque chose ensemble. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup de votre témoignage, monsieur.